Bonsoir, vous nous suivez à Ouagadougou, partout au Burkina et dans toute l'Afrique francophone. Bienvenue sur BF1. Du citoyen lambda à l'autorité, un devoir citoyen, c'est celui de la lutte contre la corruption. Vous le savez, depuis 2003, la communauté internationale célèbre chaque 9 décembre la journée mondiale du refus de la corruption. Au Burkina Faso, le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, mène la lutte depuis des années, mais le phénomène à la peau dure. Que faire? Eh bien, c'est de cela que nous parlons dans cette émission que nous vous proposons en collaboration donc avec le RENLAC. Contexte politique national oblige, nous nous intéressons particulièrement au bien mal acquis et aux réformes nécessaires en matière de gouvernance. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Et pour décortiquer ce thème, des invités, des acteurs avisés, nous avons avec nous le secrétaire exécutif national du RENLAC, le docteur Claude Ouetta. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également le docteur Luc Marius Ibriga, enseignant universitaire, enseignant de droit et leader de la société civile aussi. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Évariste Faustin Concebo du Cercle d'éveil. Bienvenue. Bonsoir. Et pour terminer, Maître Baptiste Benao est avocat. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Tout de suite, nous commençons par une notion de définition. Que faut-il entendre par bien mal acquis, docteur? Les biens mal acquis, ce sont des biens qui ont été illicitement acquis, c'est-à-dire qui n'ont pas suivi la voie normale de l'acquisition. Ça peut être des biens qui ont été acquis par des malversations, ça peut être des biens qui ont été acquis par la voie de la corruption ou des biens acquis par le biais de l'enrichissement illicite. Ça veut dire qu'un bien mal acquis veut dire que son propriétaire n'était pas censé, en situation normale, être propriétaire de ce bien. Et cette notion, est-ce que ça sous-entend bien public ou alors même privé? Non, on met l'accent sur les biens publics, principalement parce que c'est une forme d'extorsion de biens publics. Parce que la plupart du temps, et si vous prenez dans le cadre des pays africains, le lieu de l'argent, c'est l'État. Contrairement aux situations que nous avons dans les pays occidentaux où le siège de l'argent, c'est le secteur privé. C'est l'État qui donne les marchés, c'est l'État qui reçoit les subventions. Et donc la plupart des biens mal acquis en Afrique et dans nos pays viennent d'une extorsion de ces biens-là de l'État, dans la mesure où le secteur privé ne permet pas, dans la situation que nous connaissons, de véritablement faire ces acquisitions. Parce que le secteur privé lui-même est totalement dépendant du secteur public. Parce que c'est le secteur public qui donne les marchés, c'est le secteur public qui permet à la machine économique de fonctionner. Voilà pourquoi la fixation est faite sur les biens venant de l'État. Quoique, on peut aussi, et c'est ça ce qu'on appelle l'abus des biens sociaux dans le cadre du secteur privé, où des personnes vont utiliser l'organisation pour s'enrichir aux dépens de l'organisation. Voilà. La 9e édition des Journées nationales du refus de la corruption, le thème c'est bien sûr en finir avec l'impunité et la malgouvernance pour une véritable stabilité. Docteur Ouetta, qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Évidemment, lorsque vous regardez l'actualité dans notre pays, depuis effectivement les journées du 30 et 31 octobre, on se rend compte que c'est un régime qui est parti et il faut effectivement gérer les choses avec la transition et peut-être les régimes qui vont venir. Parler du pouvoir de la 4e République, faisons donc l'état des lieux. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème, qui est un phénomène qui était très développé sur ce régime-là? Bien, je pense qu'il suffit tout simplement de voir ce qui s'est passé récemment lorsque des individus veulent sortir du pays avec 77 kg d'or. Je me dis que ce n'est pas une pratique qui date de maintenant. C'est sûr que c'est quelque chose qui
devrait se passer ou qui se passait avant. Et donc, de ce point de vue-là... Et peut-être avant même le régime Compaoré. Peut-être même avant le régime Compaoré. De toutes les façons, je pense qu'il ne s'agit pas effectivement de se focaliser uniquement sur le régime Compaoré. S'il y a des choses qui sont passées avant, si effectivement il y a eu de l'impunité avant, donc il faut effectivement en tenir compte. Donc c'est important aujourd'hui de faire en sorte que les différentes personnes là puissent passer devant les juridictions et que, bon, ils soient blanchis, s'ils doivent être blanchis, ils soient condamnés, s'ils doivent être condamnés. Alors, Monsieur Konsebou, vous êtes de la société civile, est-ce que vous observez, pour vous, le phénomène il est inquiétant aujourd'hui au Burkina? Nous observons depuis fort longtemps, et c'est vrai que, comme l'a dit le docteur Weta, c'est pas pour... nous ne voulons pas nous focaliser sur le régime Compaoré, mais il y a des faits, les faits sont têtus. N'oublions quand même pas que c'est sous le régime Compaoré où on a trouvé chez un agent public, un agent de l'État, près de 2 milliards. Alors ça, c'est vraiment à juger. Jusque-là, rien ne justifie qu'il s'agit d'un cas de corruption. Bon, mais rien ne justifie, mais quand même, compte tenu de l'importance de la somme et du statut donc de la personne, c'est quand même, ça pose quand même un problème sérieux, parce que bon, dans le privé, cette somme-là peut contribuer à la trésorerie d'une grande entreprise qui emploie peut-être plus de 600 personnes. Et qu'on retrouve ça chez un individu, franchement, excusez-moi, moi j'ai fait toute ma carrière dans le privé, dans les multinationales, mais ça m'a choqué quand j'ai vu ça, mais ça ne nous a pas étonné. Bien sûr, ce n'est pas le lieu ici de focaliser, mais quand vous reprenez par exemple, moi je pense aux sorties de la Révolution en 87, le budget de l'État était quoi? Peut-être quelques centaines de milliards de CFA. Mais durant tout le parcours du capitaine Compaoré, le budget a été multiplié par, je ne sais pas, plus de 20 ou combien. Nous sommes à 1500 milliards. Les richesses ont été créées. Enfin, apparemment, c'est sous son règne qu'on a eu beaucoup de richesses. Et c'est ce qui peut-être explique aussi que c'est sous son règne où il y a eu beaucoup de malversations. Ça, ce n'est qu'un seul cas. Dans d'autres domaines, les exemples sont patents et légion. Que nous l'avons toujours dit que ce pays n'est pas un pays pauvre. Il n'y a que des individus quelques individus qui sont riches au détriment des populations. Il y a suffisamment de quoi faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie de tous les Burkinabés. Ça, nous en sommes convaincus. Maître Benao, c'est aussi votre constat que le phénomène il est assez développé et inquiétant pour notre pays? D'abord, je vous remercie. Je n'ai jamais accepté que la corruption ou les questions qui conduisent à l'acquisition des biens mal acquis est un phénomène. Ce sont des infractions qu'il faut poursuivre comme telles. Parce que le fait de mettre dans notre tête que c'est un phénomène nous empêche d'avancer. Et chaque fois quand vous regardez au niveau de la justice, au niveau des personnes qui sont censées enquêter sur ces faits, on vous dit tout le temps, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Est-ce que les gens ont cherché et puis n'ont pas trouvé les preuves? Donc le fait déjà de considérer que c'est un phénomène, je trouve, n'est pas bien. Parce que nous sommes tous, nous avons un certain niveau, on sait la différence qu'il y a entre un phénomène et puis quand on dit c'est un phénomène, les gens pensent que non, c'est vrai que la corruption, les questions de blanchiment, c'est pas devant un notaire qu'on va aller s'asseoir pour signer une convention pour dire on va se corrompre, c'est clair. Tout comme le vol, tout comme toute infraction, ça se fait dans le secret de certaines circonstances. Il faut juste rechercher qu'est-ce que les gens ont fait. Par rapport à la question de la période, moi je voudrais tout simplement attirer votre attention sur deux faits. Le premier, moi je ne suis pas contemporain de la révolution de 1983. J'étais tout petit, j'ai regardé, mais après j'ai lu. J'ai vu par exemple que quelqu'un comme Thomas Sankara, il a fait dans un discours à la Maison du Peuple, un discours où il a déclaré tout son patrimoine. Vous et moi, aujourd'hui, qui connaît quel a été depuis tout ce temps des sommes reçues de façon secrète. Tout à fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui peut aujourd'hui dire au Burkina Faso qu'il a une idée du patrimoine que Blaise Compaoré a eu à déclarer quand il prenait le pouvoir? Et même après avoir pris l'article 77 de la Constitution, après avoir pris une loi en 1995, après avoir pris une loi en 2001, quel ministre, quel directeur d'institution visé par la loi l'a déjà fait? C'est-à-dire qu'il y a une absence de transparence. Et s'il y a une absence de transparence, il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Il y a par exemple la question des maires, qui ne savent même pas que c'est une loi qui existe. Évidemment. Et en plus de ça, il faut regarder le discours. Troisième fait. Le discours des autorités donc sous la 4e République a toujours été de dire non, écoutez, justement, c'est un phénomène, il existe partout, il n'y a pas que chez nous que la corruption existe. Est-ce que c'est prouvé? Alors, ce type de discours est un discours, justement, donc,
qui traduit qu'il n'y a pas de volonté politique justement pour pouvoir combattre justement cette infraction, si je peux parler ainsi. Et quand vous regardez que, en plus de tout ça, au regard des différents rapports qu'on a qui tournent et qu'on voit tout le monde dans ce pays, qui est un pays de savants où tout le monde connaît tout le monde, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, il devient ceci, il devient cela, c'est pas du tout de la jalousie, mais il faut chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé, parce qu'on ne peut pas sortir d'une situation X, puis se retrouver... L'apparence, comme vous dites toujours, n'est pas encore une réalité. On va y revenir. Je pense qu'on n'a même pas besoin de faire forcément d'une telle loi en réalité, mais on va y revenir, j'espère, au cours de l'émission. D'accord. Alors, docteur, quand on parle de corruption, c'est vrai, c'est commandé, c'est peut-être, on dirait, il y a des gens qui sont censés impulser une certaine gouvernance marquée par l'éthique, mais il n'y a que par secteur, c'est aussi des réalités. Les rapports du RENLAC le révèlent. Un secteur, par exemple, comme la douane. Oui, mais c'est parce que quand vous prenez les niches, ce qu'on appelle les niches de corruption, ce sont des domaines dans lesquels il y a une opacité dans les procédures. Et c'est cela qui fait que la corruption existe. Aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir de la corruption dans le domaine de la douane, dans la mesure où les douaniers bénéficient de ristournes lors des saisies. On peut comprendre au temps de la Révolution, quand on avait supprimé cela, et que même les saisies qu'ils faisaient, ils reversaient les sommes au niveau de la caisse de solidarité, faisait en sorte que certains pouvaient être tentés par la corruption. Mais aujourd'hui, un douanier peut entrer dans ses fonds en faisant les saisies nécessaires, et sur la saisie, il a une ristourne. Donc, c'est la manière dont les relations sont mises entre le douanier et le client de la douane qui est source de problèmes. Dès qu'il y a des zones d'opacité, vous êtes sûr que vous aurez de la corruption. C'est vrai pour la douane, c'est vrai pour les autres domaines dans lesquels vous avez un système qui est opaque, où il n'y a pas de règles claires et qui font que quand on peut toujours transiger sur les choses, on est sûr qu'on va créer des niches de corruption. Voilà. Monsieur Komposebo, on a parlé de la douane, mais il y a aussi le secteur de la justice aussi. Oui, par exemple, ce qui est la douane, il y a aussi ce qu'on appelle les autres régies, finances, trésor, toutes ces régies-là ont des ristournes. Mais on va en revenir dans le débat. Maintenant, essayer d'avoir les règles. Nous, pour le cas, par exemple, qui s'est posé il y a, je pense, 2 ans, on a essayé d'avoir les règles pour comprendre sur quelle base on calculait les ristournes, mais personne ne peut vous donner ces textes-là, alors que ces textes existent. Maintenant, dans le domaine de la justice, c'est vrai que c'est un peu, il faut comprendre un peu dans le fond. Les magistrats, par exemple, il y a un problème d'indépendance qui se pose, parce qu'il nous revient qu'il y a certains qui sont téméraires, qui essayent. Mais d'un côté aussi, le fait du fonctionnement actuel de la magistrature, je ne sais pas, peut-être que quand on va arriver dans les réformes, on verra, fait en sorte que, par exemple, les magistrats ayant peur peut-être pour leur carrière, ne poussent pas peut-être les choses jusqu'au fond, où vous avez aussi la même mise, en fait, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs fois, on a dénoncé ces trucs-là. Maintenant, les mécanismes, par exemple, nous, il y a peut-être 2 ou 3 ans, on avait essayé de réfléchir justement sur la base des rapports qui existaient, notamment du RENLAC, de la Cour des comptes et tout, mais on était écœurés, c'est un groupe de citoyens. Mais maintenant, la qualité, on a voulu faire un truc pour aller clairement engager des procès, indexer des individus, leur demander, mais on s'est trouvé buté parce que la législation ne permettait pas. Il y a des problèmes d'intérêt et la qualité agit, tout ça. Bon, donc, je ne sais pas, c'est peut-être quand on va mettre à plat, puisqu'il s'agit là peut-être de réformes plus tard, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Mais dans le domaine de la justice, c'est sûr que à tous les niveaux, même quand vous demandez un casier judiciaire ou un document officiel, alors on vous multiplie les obstacles, on vous dit non, il n'y a même pas de délai. On pourrait réformer ce secteur-là et dire en sorte que quand on dépose des demandes de casier judiciaire, certificat de nationalité ou autre, ça doit sortir dans un délai d'1 semaine ou bien se donner les moyens pour contrôler et contraindre. Mais non,
vous déposez, ben, si vous n'agissez pas ou bien si vous ne collaborez pas, on ne regarde même pas votre dossier. Bon, alors, il y a tout ça, en fait, donc il y a quand même matière. Il y a quand même matière. Oui. Maître Benao, c'est assez important, le secteur de la justice. Quand la corruption gangrène un tel secteur, c'est dangereux, il y a de quoi craindre. Et c'est une réalité au Burkina. Oui, c'est une réalité malheureusement. Je crois qu'il ne faut pas tourner sur la question. Même les syndicats de magistrats, depuis très longtemps, chaque fois qu'ils sortent dans leur plateforme, vous verrez qu'ils exigent au niveau donc, de la chancellerie que des dispositions puissent être prises pour que toutes les fois qu'il y a des accusations contre des magistrats, toutes les fois que la presse évoque de façon assez précise des cas de corruption au sein de la magistrature ou au sein de la justice de façon générale, parce qu'il n'y a pas que les magistrats, il y a aussi le domaine des avocats. J'ai l'habitude de dire que la corruption entre le plus souvent dans la justice par l'antichambre du barreau. Il y a aussi d'autres personnes comme des huissiers, les notaires, les greffiers, avec la question de la concussion. Alors, donc, ça, c'est un fait. Je crois qu'aujourd'hui, le débat n'est plus à ce niveau, sur le point de savoir est-ce que ça existe, oui ou non. Ce n'est pas normal que la corruption existe au niveau de la justice. Très souvent, vous allez voir des gens dire oui, il y a d'abord le fait qu'ils ne sont pas indépendants, donc on essaie de faire avec. Ça, ce n'est pas une raison. J'ai toujours dit, celui qui sait qu'il ne peut pas assumer la fonction de magistrat, il retourne au village. Ou il demande à aller dans un autre corps de métier, parce que là-bas, là, ce n'est pas pour aller dire que je ne peux pas être indépendant, je ne peux pas être ceci, je ne peux pas cela. Deuxièmement, la question ou le prétexte prétendu qui est fondé sur le niveau bas du salaire n'est pas non plus justifié. Ceux qui veulent le luxe, ils n'ont qu'à aller là où ils peuvent justement avoir les moyens d'avoir le luxe. Mais on ne peut pas venir chercher le luxe justement donc en enterrant le service public, en s'adonnant à des déviances tout à fait intéressées et qui visent à s'enrichir soi-même au détriment justement donc de la mission pour laquelle vous avez été placé là. Voilà. Donc je crois qu'il y a des secteurs, ceux qui veulent aller creuser les minerais dans les collines, ils peuvent aller creuser, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas venir chercher ça à la justice, ce n'est pas possible. La révolution populaire qui vient d'arriver, c'est aussi peut-être dû au fait effectivement de cette corruption. Quand vous prenez la comptabilité nationale, elle vous dit que au niveau, j'allais dire, des entreprises et au niveau des sociétés, ceux-ci peuvent avoir ce qu'on appelle un excédent d'exploitation. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des bénéfices. Et donc, s'ils ont ces bénéfices-là, ils peuvent répartir ces bénéfices-là entre les actionnaires, et ainsi de suite. Et donc, quand vous regardez au Burkina, il y a un domaine où on accepte l'enrichissement. Quand vous prenez l'État, on vous dit que l'excédent d'exploitation est nul, ça veut dire c'est zéro. Donc si vous décidez de venir dans ce qu'on appelle les services publics, de façon générale, ça veut dire que votre État même n'est pas capable d'avoir de l'argent, donc un excédent. Donc ce n'est pas un fonctionnaire, dans ce cas-là, qui peut avoir un excédent. Donc ce que vous avez, c'est uniquement vos salaires. Et donc, comme le disait